Si tu veux commencer le trading, tu es débutant, mais tu ne sais pas par où commencer et surtout bien commencer, je t'explique de façon détaillée dans ce cours les bases du trading, étape par étape, step by step pour te permettre de pouvoir partir justement sur de bonnes bases. D'abord, que faut-il savoir avant de débuter le trading? Premièrement, le trading, c'est un métier. Ce n'est pas un business que tu vas faire rapidement comme ça, voilà, tac, 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 comme les paris sportifs, tu crées un compte et puis bam, tu te lances. Non, si tu fais ça, tu vas perdre énormément d'argent. Le trading, c'est un métier sérieux. Donc, il va falloir se former. C'est comme quelqu'un qui veut devenir banquier ou bien quelqu'un qui veut devenir maçon, quelqu'un qui veut devenir peintre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se former. Il doit apprendre les stratégies. C'est comme quelqu'un qui veut devenir pilote ou bien même chirurgien. C'est un métier. Je veux devenir trader, c'est un métier. On est d'accord? C'est comme le pilote. S'il ne se forme pas et se lance, mais se former de manière professionnelle, s'il ne se forme pas de manière professionnelle et se lance comme ça, mais il va faire un crash. C'est clair. D'abord, il va même rien comprendre. Il doit se former, faire des études, se former, ainsi de suite. Et maintenant, s'appliquer. Très important, s'appliquer. Après sa formation, il ne va pas directement commencer par bien piloter un avion. Il va devoir prendre du temps pour s'appliquer, essayer de maîtriser ce qu'il a appris. C'est pareil avec le trading. Donc se former, c'est très important. Et puis après la formation, il faut se donner du temps. Et c'est généralement ça le problème de beaucoup de traders. Ils ne se donnent pas du temps et ils sont pressés de faire de l'argent. Ils sont pressés de pouvoir, voilà, après leur formation, pour ceux qui se forment bien sûr, parce qu'il y en a qui se lancent comme ça. Et je vous déconseille de faire ça. Donc pour ceux qui se forment, ils se lancent, mais ils sont tellement pressés qu'au final, ils ne deviennent pas profitables, malgré qu'ils ont suivi une formation. Donc apprenez à avoir la patience, donnez-vous du temps pour maîtriser ce que vous voulez faire. Parce que je t'apprends à conduire un vélo ne veut pas automatiquement dire que tout de suite c'est bon, tu as fini ta formation. Voilà, tu as fini d'apprendre à conduire le vélo ne veut pas dire que ta formation s'arrête là. Ne veut pas dire que ton processus d'apprentissage s'arrête là. Non. Il reste encore le travail personnel. Tu vas maintenant commencer par pédaler, t'appliquer, tomber, te relever, ainsi de suite, apprendre de tes erreurs jusqu'à être bon. C'est comme quelqu'un qui fait auto-école. Il finit, on lui a appris à conduire un véhicule. Ne veut pas dire qu'il va devenir, il va conduire comme quelqu'un qui conduisait depuis 5 ans, 10 ans. Non, c'est impossible. Il va falloir maintenant qu'il s'applique, qu'il essaie de créer sa propre expérience pour pouvoir devenir profitable. Écoutez, il faut la formation plus l'expérience, plus l'application et c'est ça qui va donner le résultat. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que peu importe là où tu te trouves dans le monde, du moment où tu as une connexion internet et du moment où tu as un smartphone, une tablette ou bien un PC, un écran, tout ce que tu veux, tu peux trader. On est d'accord? De n'importe où dans le monde. En troisième position, ce que tu dois absolument savoir, c'est qu'on investit uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas prêter de l'argent pour pouvoir trader. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre l'argent d'autrui parce que tu ne peux pas te permettre de perdre l'argent d'autrui. Tu ne peux pas te permettre de perdre l'argent d'autrui, on est d'accord? Donc, cet argent-là, ce n'est pas destiné à être investi. Et c'est comme dans tout investissement, ce n'est pas seulement le trading. On investit uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Et même dans ton propre argent, tu n'es pas prêt à perdre tout ton argent. On est bien d'accord? Donc, tu investis uniquement en trading ce que tu peux te permettre de perdre, c'est-à-dire ce que tu es prêt à perdre. J'espère qu'on est clair. On passe au point suivant. Quatrièmement, j'aimerais que tu te prépares mentalement à perdre de l'argent. Attends-toi à perdre de l'argent. Généralement, beaucoup de personnes se lancent dans le trading en se disant « nous allons gagner de l'argent ». Et c'est vrai, tu vas gagner beaucoup d'argent en trading. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au début, tu n'es pas encore bon. L'argent en trading, c'est une conséquence. L'argent en trading, c'est une conséquence du travail bien fait. Voilà que toi, tu n'es pas encore bon pour pouvoir faire le travail bien fait. Tu es encore en apprentissage. Et même si tu finis ta formation, ton processus d'apprentissage continue toujours. Je l'ai mentionné dans les points précédents. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore bon. Donc, ne te concentre pas trop sur l'argent. Oublie même carrément l'argent. Cherche à te concentrer sur le travail bien fait. Et vouloir te concentrer sur le travail bien fait, tu vas forcément faire des erreurs. Obligatoirement. C'est même humain. Un domaine dans lequel tu n'étais pas avant et puis on vient te mettre dedans, tu ne peux jamais automatiquement commencer par faire les choses bien. Tu vas forcément faire les choses mal et donc c'est même en faisant les choses mal que tu vas apprendre à faire les choses bien. Tu vas pouvoir te discipliner à faire les choses bien. C'est comme le petit qui met sa main au feu. Il met sa main au feu, il voit que ça le brûle. Naturellement, il saura qu'il ne faut jamais plus jamais mettre la main au feu. Même si, avant même de mettre sa main au feu, on lui disait ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il faut qu'il fasse ça pour comprendre réellement. Et donc, tu vas naturellement faire des erreurs et c'est même ça qui va te permettre d'avancer.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Le truc, c'est qu'en faisant ces erreurs, tu vas perdre de l'argent. Et même si tu deviens bon, tu vas quand même perdre de l'argent. La rentabilité en trading, ce n'est pas tu fais que des gains et tu ne fais pas de pertes. C'est tu fais des gains, tu fais des pertes, mais les pertes sont petites et les gains sont importants. Et le bilan combiné fait que tu es rentable. La rentabilité en trading, ce n'est pas tu fais pas de pertes, pas du tout. Donc, prépare-toi mentalement à perdre de l'argent. Si tu n'es pas prêt à perdre, ça veut dire que tu n'es pas prêt à gagner. Parce que pour gagner, il faut perdre. C'est comme ça. Si tu veux gagner, tu dois être prêt à perdre. Si tu ne veux pas perdre, tu ne vas pas non plus gagner. C'est comme ça. Enfin, le cinquième point, tes outils de travail. Tes outils de travail vont vraiment participer à tes performances dans le trading. C'est réel. Tes outils de travail vont participer à tes performances dans le trading, vont réellement être un game changer. Donc, si tu veux réellement gagner de l'argent dans le trading, tu dois être prêt également à investir dans les outils de travail et aussi dans ton environnement. Essaye d'avoir un environnement propre, essaye d'avoir un environnement où, en tout cas, le lieu, l'endroit où tu travailles, on est d'accord, doit être vraiment confortable. Et pour cela, il faut quand même investir un peu. Tu prends un fauteuil, une table, bref, tu dois être vraiment, et c'est pour ça que j'ai mis ces deux points ensemble. Les outils de travail, ça fait partie de ton environnement également. On est d'accord? Ton workspace, donc ton bureau, tu dois te créer un bureau. Ne fais pas comme certaines personnes qui traînent un peu partout comme ils veulent. Bref, si tu fais des trucs bizarres, tu auras des résultats bizarres. Si tu veux avoir de bons résultats, crois-moi, c'est la chose à faire. Investis dans ton environnement, dans tes outils de travail. Essaie de te créer un certain environnement. Pas besoin de beaucoup d'argent, mais essaie de te créer un certain environnement qui va pouvoir te permettre d'être à l'aise quand tu es en train de travailler. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le trading, c'est quoi? Le trading est un mot anglais dont la traduction en français veut tout simplement dire commerce. Donc, trading égale commerce. Maintenant, ce n'est pas le commerce qu'on connaît tous. C'est-à-dire, par exemple, tu vas payer cet iPad et tu iras revendre. Ça, c'est le commerce qu'on connaît tous. Ou bien, tu stockes ça dans une boutique et tu iras revendre. Ici, le trading dont on parle ici sur les marchés financiers, tu n'as pas besoin de clients. Non seulement ça, tu n'as pas de patron, donc tu es ton propre patron, tu n'as pas besoin de clients, tu n'as pas besoin de produits, tu n'as pas besoin de boutique. En fait, tu n'as besoin, c'est toi devant tes écrans. Point. On est d'accord? Donc, comment on fait ce trading? Ce trading dont on parle ici, c'est de la spéculation boursière. La spéculation boursière, dans quel sens? Pour faire simple, on cherche à anticiper les mouvements futurs des prix d'un actif, d'un ou de plusieurs actifs. On est d'accord? Les mouvements futurs. C'est-à-dire qu'on cherche à, en griffe, prédire. En griffe, j'ai bien dit, on cherche à prédire les mouvements futurs du marché et donc à parier sur ces mouvements. Alors, j'utilise ces thèmes pour pouvoir te permettre de bien comprendre. Sinon, en réalité, le trading, ce n'est pas les paris. On est d'accord? Ce n'est pas comme les paris sportifs ou quoi. On est d'accord? Et on ne prédit pas en trading. On prévoit. Mais j'utilise ces thèmes pour que tu puisses bien comprendre. Donc, admettons, on a un actif et donc, l'actif, voilà le prix qui évolue, qui est en train de monter, chuter, et est ici actuellement. On est d'accord? Donc, toi, ton job en tant que trader, c'est de venir analyser ce marché grâce à tes stratégies d'analyse, ainsi de suite. On est d'accord? Pour essayer de prédire les mouvements futurs du prix. On est d'accord? Donc là, maintenant, le prix est ici actuellement. Toi, tu peux essayer de prédire si le marché, on est d'accord, les prix vont continuer par monter ou bien vont plutôt chuter. On est d'accord? Généralement, c'est ce que le prix fait. Soit il monte, soit il chute. Donc, toi, ton job pour pouvoir gagner de l'argent, c'est essayer de parier sur ces montées ou bien ces chutes. En faisant quoi? En achetant tout simplement. Donc, si tu penses que le prix va monter, donc d'après tes analyses, tu penses que le prix va monter, tu prévois que le prix va monter, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes, donc tu buy. On est d'accord? On appelle ça encore, on dit encore long. On est d'accord? Longue position. Donc, tu achètes, tu buy le marché. Donc, si tu buy le marché, donc là où le marché est ici, tu as buy, tu es tout simplement en train de parier sur la hausse du prix. Donc là, actuellement, si tu buy là, tu es en train de dire au marché, je parie que tu vas monter en quelque sorte. Et si effectivement le prix monte comme toi tu as prévu, tu vas gagner de l'argent. Donc en gros, en fonction de l'investissement que tu as mis et de la manière dont le prix est monté. On est d'accord? Secondo, si tu anticipes une baisse du prix, c'est-à-dire que d'après tes analyses, tu penses plutôt que le prix va chuter, qu'est-ce que tu fais? Tu paries sur la baisse du prix en faisant quoi? En vendant. Donc sell ou bien short position. On est d'accord? Short, donc soit là, dans ce cas, si tu paries sur la baisse du prix, si tu anticipes une baisse du prix, tu vends. Donc, quand tu sell, supposons que le prix est toujours ici et tu as sell là. Si le prix chute effectivement comme tu as prévu, on est d'accord,
tu gagnes de l'argent. On est d'accord en fonction de l'investissement que tu as mis, en fonction de l'investissement que tu as mis et de la manière dont le prix a chuté. Mais si le prix fait l'inverse, donc tu as sell, c'est-à-dire que tu as parié en griffe sur la baisse du prix et que le prix, au lieu de baisser à partir de là où tu as fait ton pari, ça a monté, tu vas perdre de l'argent. De la même manière, si tu achètes et que le prix, au lieu de monter, donc acheter, parier sur la hausse du prix, au lieu de monter, il chute plutôt à partir de là où toi tu as placé ton ordre de buy. Si le prix chute, à partir de là, tu perds de l'argent. Pour te la faire courte, si tu anticipes une hausse du prix, qu'est-ce que tu fais? Tu buy. Donc, tu paries sur la hausse du prix en griffe. Et si le prix monte effectivement comme toi tu as prévu, à partir de là où toi tu as pris ton buy, le prix monte effectivement, tu gagnes de l'argent. Alors, c'est comme quelqu'un qui a payé, donc pour t'expliquer un peu, c'est comme quelqu'un qui a payé ceci. Donc, ce stylo, je l'ai pris à un peu moins de 150 000. On est d'accord? Donc, ce Apple Pencil, quoi. Donc, admettons que le prix de ce Apple Pencil est à 150 000, on va dire. Et toi, tu anticipes que ça va monter à 200 ou bien 300 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ce Apple Pencil. Et donc, si le prix monte effectivement, là où toi tu as dit, donc à 200 000 ou bien 300 000, tu vas revendre, on est d'accord? Donc là, dans ce cas, tu vas couper tes positions et encaisser tes profits. On est d'accord? C'est un peu pareil, quoi. Et dans le cas où tu anticipes que le prix va chuter, on est d'accord? Tu vends, c'est-à-dire tu sell. Vendre ici, c'est pas vendre que tu connais, tu vois. Parce qu'avant de vendre quelque chose, tu dois d'abord avoir la chose, on est d'accord? Mais acheter et vendre ici en trading, c'est pas la même chose que dans le commerce normal. Parce que quand tu, par exemple, quand tu prends un buy, par exemple, sur le graphique de l'or et que tu dis ça à quelqu'un, tu dis j'ai acheté l'or, la personne va penser que tu as acheté de l'or physiquement. Or que c'est pas ça. Acheter en trading ou vendre en trading, c'est pas la même chose que dans le monde du commerce en général, quoi, tout simplement, tu vois. Acheter ici, c'est parier sur la hausse du prix sans même détenir le produit, tu vois un peu ce que je veux dire. Et vendre ici, c'est tout simplement parier sur la baisse du prix. Vois-le comme ça, tout simplement. Si le prix va dans ton sens, tu gagnes de l'argent. Si le prix ne va pas dans ton sens, tu perds de l'argent. C'est ça le trading. Ensuite, un peu comme les docteurs. Donc, quand tu prends les docteurs, il y a le pédiatre, l'ophtalmologue, le psychiatre, le chirurgien, etc. Il y en a plein. On est d'accord? Mais eux tous sont des docteurs. C'est un peu pareil avec le trading. Il y a des traders, on est d'accord, mais pas eux tous font la même chose. Bon, ils font la même chose, on est d'accord, c'est-à-dire anticiper les mouvements futurs du prix et donc spéculer dessus pour pouvoir gagner de l'argent ou perdre de l'argent aussi. On est d'accord, n'oublions pas cette partie-là. En gros, il y a différents types de traders et donc différents styles de trading. Il y en a trois. Nous avons le scalping, le day trading et le swing trading. Alors, le scalping, c'est quoi? Le point commun entre eux tous, c'est que c'est du trading. On est d'accord? Donc, faut pas penser que le scalping, c'est autre chose. Non, c'est toujours du trading, anticiper les mouvements futurs et tout. Sauf qu'au niveau du scalping, celui qui fait du scalping anticipe les mouvements futurs du prix sur une courte période. On est d'accord? Donc, supposons lui, pour te caricaturer un peu la chose, lui, il essaie d'anticiper ce qui va se passer d'ici quelques minutes sur le graphique. Donc, scalping égale courte période. On est d'accord? Donc, je vais mettre... On est d'accord? Donc, lui, il essaie d'anticiper ce qui va se passer sur une courte période. Celui qui fait du day trading, par contre, on est d'accord, comme le nom l'indique, day trading, c'est-à-dire le trading dans la journée. On est d'accord? Entre la journée. Donc, lui, généralement, il va chercher à anticiper ce qui va se passer sur la journée, quoi. On est d'accord? Sur l'actif. Lui, ses trades, généralement, c'est environ 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bref, dans la journée, intraday, le day trading. On est d'accord? Donc, on peut dire sur une moyenne période. Sur une moyenne période. Et puis, le swing trading, c'est sur une longue période. Donc, allant plus de 24 heures. On est d'accord? Donc, le swing trading, lui, c'est quelqu'un qui va prendre un trade, qui va chercher à anticiper les mouvements futurs sur une longue période, donc allant plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'il peut prendre un trade et rester dedans pendant plusieurs jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est du swing trading. On est d'accord? Donc, lui, il cherche à anticiper les mouvements futurs du prix sur une longue période. En gros, la différence, c'est quoi? Entre le scalping, anticiper les mouvements futurs sur une courte période. Donc lui, généralement, il aura tendance à prendre une position, couper après 5 minutes, 10 minutes, prendre une autre, couper après 5 minutes, 10 minutes. Donc lui, il aura tendance à avoir plusieurs positions en une journée. Généralement, en tout cas, plus de positions que les autres
type de trader, on est d'accord? Et moi, je déconseille ce style de trading-là. C'est un style de trading qui est hyper stressant. Hyper stressant. Moi, je déconseille. C'est un style de trading qui va te prendre assez de temps. Or, qu'on veut la liberté financière. La liberté financière, c'est avoir l'argent et du temps. Sauf qu'avec le scalping, tu es obligé d'être presque tout le temps devant tes écrans. Donc, c'est pas quelque chose... En fait, il y a beaucoup d'heures de travail, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que moi, je conseille, on est d'accord, aux débutants ou même aux professionnels. Bref, le day trading, tu l'as compris, c'est intraday. Donc, dans la journée, ça ne dépasse pas 24 heures. Si un trade dépasse la journée où tu l'as pris, c'est que tu rentres en swing. On est d'accord? Donc, le day trading, c'est généralement ça. Donc, lui, il y a beaucoup moins de stress que le scalping, parce qu'il faut savoir que prendre une position, gérer une position, c'est pas facile, c'est stressant. Et donc, imagine si tu prends plusieurs positions d'affilée comme ça, c'est pas bon. On est d'accord, c'est même l'une des raisons pour lesquelles je déconseille le scalping. Mais au niveau du day trading, c'est beaucoup moins présent. En fait, le stress est beaucoup moins présent. Et aussi, le temps de travail est un peu réduit. Donc, tu n'es pas obligé de tout le temps rester devant tes écrans. Quoique, là aussi, quand même, il ne va pas en manquer, on est d'accord. Donc c'est un peu ça, le day trading, c'est quelque chose que je recommande, on est d'accord. Et ensuite le swing trading, donc sur une longue période. Le swing trading, c'est moi mon préféré, on est d'accord. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire. Déjà parce que ça te permet d'avoir du temps, on est d'accord. Ça te permet d'avoir du temps. Tu as le temps de faire autre chose. Parce que déjà, quand tu prends une position, c'est pour une longue période, 3 jours, 4 jours. Donc, entre-temps, tu peux être en train de faire autre chose. Si tu vas au boulot, et même c'est ce que moi je recommande, pour ceux qui vont au boulot ou bien qui vont au cours à l'université, c'est le style de trading que moi je vous recommande. On est d'accord, c'est vraiment... Et surtout, même si tu n'as pas d'obligation d'aller au boulot ou bien à l'université, ainsi de suite, si tu es quelqu'un comme moi qui aime la liberté, qui aime voyager, qui aime faire des choses, bref, qui ne veut pas être esclave de son travail, le swing trading, c'est quelque chose que je te recommande. Pour récapituler, le scalping, c'est le trading sur une courte période, on est d'accord, stressant, je déconseille. Le day trading, c'est beaucoup moins stressant sur une moyenne période, donc c'est intraday, on est d'accord, tu cherches à anticiper les moments futurs du prix, mais bon, dans la journée, on est d'accord. Le swing trading, sur une longue période, allant de plusieurs jours, plusieurs semaines, on est d'accord, et c'est ce que je recommande le mieux, parce que ça te permet d'avoir du temps, on est d'accord, et pour faire autre chose, ou bien même pour ne pas être esclave de ton boulot. Le swing trading, j'ai oublié de le dire, ça nécessite de la patience, parce que prendre un trade et attendre des jours, il faut de la patience, on est d'accord. Donc c'est le seul truc qui ce n'est pas stressant, et voilà quoi, tout simplement. Quelles sont les plateformes dont tu as besoin pour trader? Déjà, il faut savoir qu'en premier, il y a TradingView. On est d'accord? Sur TradingView, déjà, c'est téléchargeable sur Apple Store. Donc, si tu vas sur Apple Store, tu tapes TradingView. Tu dois normalement voir ça. On est d'accord? TradingView. Donc, c'est la plateforme sur laquelle, donc voilà ça. C'est la plateforme sur laquelle nous allons faire nos analyses. Donc, si tu veux analyser que ce soit le Forex, le marché du Forex, le marché des matières premières, le marché des actions, en fait, il y a tout là. On est d'accord? TradingView, tu dois télécharger ça. C'est la plateforme que moi, je te recommande pour faire tes analyses. Ensuite, il y a MetaTrader. Donc, MetaTrader 4 et MetaTrader 5. C'est deux ici, MetaTrader 4, MetaTrader 5. On est d'accord? Téléchargeable sur Apple Store et sur Play Store également. Donc, tu viens, tu tapes MetaTrader, et puis tu as normalement sur Apple Store aussi, tu as ça. Donc, voilà le 4 ici, voilà le 4 et voilà le 5. On est d'accord? Ensuite, tu as besoin de Chrome. Bon, ça peut être le navigateur que tu veux, mais moi, je recommande Chrome parce qu'il y a certains sites que nous allons utiliser. On est d'accord, en tant que trader, il y a certains sites que nous allons utiliser pour nos recherches. Et donc, ces sites généralement sont en anglais. Et puis, on aura besoin de Chrome pour pouvoir faire la traduction automatique, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est ce dont tu as besoin pour pouvoir trader. Alors, TradingView, c'est une plateforme assez simple. C'est une plateforme sur laquelle tu auras les actifs. Donc, si tu recherches les actifs, tu vas juste taper sur le plus. On est d'accord? Et tu recherches l'actif que tu veux. On est d'accord? En fonction de ce que tu veux. Donc là, si par exemple, tu recherches, là, tu as les actions, les contrats à terme, le Forex, les cryptos, les indices, les obligations. Bref, ce que tu veux, quoi. Si tu rentres dans le Forex, on est d'accord? Là, tu auras les actifs du Forex qui sont là.
Donc, c'est une plateforme sur laquelle tu peux accéder au graphique. Donc, pour créer un compte, c'est facile. Tu vas sur ça, tu télécharges l'application et puis tu crées ton compte. Tu peux aussi l'avoir sur ton PC, juste en tapant sur Google, télécharger TradingView pour PC. On est d'accord? Même les MetaTrader, tu peux les avoir sur ton PC. Donc, tu viens, tu cliques sur l'actif que tu veux et puis le graphique s'ouvre, admettons. Mais ici, il y a une chose. Tu vas voir que EURUSD, il y en a deux ici. Il y a EURUSD Oanda, EURUSD FICM et il y a aussi EURUSD Forex.com ici. Moi, je te recommande de choisir EURUSD de Forex.com, d'utiliser Forex.com pour les actifs que tu vas vouloir trader, on est d'accord? En tout cas, ici, on ne trade pas, c'est une plateforme d'analyse, on est d'accord? Même sur MetaTrader 4, tu as des outils d'analyse, tu as le graphique, tu as les outils d'analyse. Moi, je te recommande de le faire ici sur TradingView, on est d'accord? Parce que TradingView a beaucoup plus d'outils que MetaTrader 4 tout simplement, quoi. Et c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus joli. Bon, bref, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, tu vois, tu as le graphique là, on est d'accord? Avec les outils, tu peux faire tes analyses directement à ce niveau. Donc, dans le plus ici, bon, ici, tu vois, tu as les outils, ligne de tendance, flèche. Bon, actuellement, tu ne comprends pas encore ce que c'est que tous ces outils-là, mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre au fur et à mesure. Mais bref, tu as les outils là, on est d'accord, et tu peux même les mettre en favori. Tu vois, tu peux les mettre en favori et tu auras directement les outils ici. Comme tu peux le voir ici, tu as les outils directement sur ton graphique. Donc, tu n'es pas obligé de venir ici à chaque fois pour choisir, pour chercher l'outil que tu veux. On est d'accord, tu as ça directement sur ton graphique et tu peux travailler. Donc, c'est un peu ça. TradingView. Pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5, c'est les plateformes de trading. Donc là, c'est là où tu vas vraiment prendre tes positions, quoi. On est d'accord, c'est là où tu vas connecter ton compte de trading et pouvoir prendre tes positions. Au fur et à mesure, je vais te montrer comment on crée un compte de trading. On est d'accord, tout simplement. Comme tu peux le remarquer, il y a plusieurs types de marchés. Donc là, il y a actions, fonds, contrats à terme, forex, crypto, indices, obligations, économie, options, bref, il y a plusieurs types de marchés. On est d'accord? Mais il y a aussi un autre marché que tu ne vas pas retrouver ici. Donc, c'est pas vraiment un marché réel. On est d'accord? Tout ce que tu vois ici, c'est des trucs réels. Forex, tout ça, c'est des trucs réels. Mais il y a aussi les indices synthétiques, le marché des indices synthétiques qui n'est pas réel. C'est un marché stimulé en quelque sorte. Le marché de dérive, on est d'accord? Donc, ça, tu ne l'as pas ici. Donc, certes, ici, c'est une plateforme d'analyse et tout. Tu as les actifs ici. Mais le problème, c'est que ce marché-là, les indices synthétiques, ce n'est pas un actif réel, donc ne se retrouve pas ici. Pour pouvoir analyser, pour pouvoir avoir ces actifs-là, il faut donc aller sur Google. On est d'accord? Une fois sur Google, tu vas taper TradingView dérive sur Google. Donc, en tapant TradingView dérive sur Google, tu auras directement ça ici. Donc, chart, tu vois, chart ici. Donc, tu cliques dessus et automatiquement, tu auras TradingView pour les indices synthétiques. Donc là, c'est une forme de TradingView. Tu ne peux pas télécharger d'application. Pour ça, tu ne peux pas télécharger d'application. On est d'accord, c'est sur le site. Ils n'ont pas d'application. Donc là, tu pourras directement avoir accès au marché des indices synthétiques si tu veux analyser. C'est exactement pareil que le TradingView de tout à l'heure, juste que c'est en version web. On est d'accord. Et donc là, tu pourras accéder au marché des indices synthétiques sur TradingView. Bien sûr, tu peux l'avoir aussi sur MetaTrader 4, mais comme je t'ai dit, je préfère qu'on utilise TradingView pour les analyses. Donc, c'est un peu ça, comme tu peux le voir ici, tu vois, V25, Volatility 25, tu vois, c'est des actifs des indices synthétiques, quoi. Donc, tu cliques sur le R25 ici, par exemple, R25, et puis tu effaces, et tu vois, là même, il propose le forex, les indices boursiers, les matières premières, les cryptos également. Donc, dérivés, tu cliques sur dérivés et tu accèdes au marché des indices synthétiques. Donc, en cliquant sur dérivés et tu t'assures d'effacer ce qui est dans la barre de recherche. Tout ce qui est indice synthétique s'affiche. Donc, Volatility 10 Index, Volatility 10 1S, V25. Pour abrévier, on a l'habitude de dire V25, V75. Par exemple, Volatility 75, on dit V75. Tu vois. Donc, ça, c'est les indices synthétiques. À présent, parlons du marché du Forex. Alors, il faut savoir que le Forex, c'est une abréviation. Donc,
tu as FOREX, mais en réalité, c'est juste une abréviation de Foreign Exchange. Donc en gros, FOR qui est ici là, son abréviation, c'est juste une abréviation de Foreign, on est d'accord? Donc FOR, Foreign. Donc FOR qui est ici, on est d'accord? Et puis ceci tout simplement, EX qui est une abréviation de Exchange. Exchange. Ce qui fait Foreign Exchange, donc le marché des devises, la bourse des devises. On est d'accord? Foreign Exchange, le marché des devises, la bourse des devises. Alors, quand on dit marché de la tomate, qu'est-ce qui se trouve sur ce marché? C'est tout simplement des tomates. Donc ici aussi, marché des devises, qu'est-ce qui se trouve sur ce marché? Ce sont les devises. Donc l'euro, le dollar, le GBP, bon, la livre sterling, le yen japonais, ainsi de suite. Les devises, on est d'accord, les monnaies quoi, tout simplement. Et donc, sur ce type de marché, qu'est-ce qu'on trade? Quels sont les actifs qu'on trade? Ce sont les paires de devises. Les paires de devises. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Euro USD. Donc, euro USD. Euro USD, c'est une paire de devises sur le marché, donc dans le marché du Forex, Euro USD. Donc, quand tu regardes Euro USD, tu vois qu'il y a, donc EUR USD, tu vois qu'il y a l'euro et tu vois qu'il y a le dollar collés ensemble qui font Euro USD. Donc, c'est le prix de Euro USD, de l'actif Euro USD va dépendre du prix de l'euro et du prix du dollar. Donc, supposons que Euro USD est égal à 1, donc le prix de Euro USD actuellement est autour de 1,10, on est d'accord? Là, dans ce cas, 1,10, on est d'accord, est trouvé à partir de la valeur de euro USD. Donc, actuellement, bien sûr, parce que les devises fluctuent. Elles ne sont pas fixes. Elles fluctuent. Toi-même, tu sais, tantôt 600, tantôt 602, 600. Elles fluctuent. Elles ne sont pas fixes. Donc, au fur et à mesure qu'elles vont fluctuer, euro USD aussi va fluctuer. Donc, le prix de euro USD dépend du prix de euro et du dollar. Donc, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Quand tu prends euro USD, on est d'accord? Il faut savoir que l'euro est la devise de base. Donc, moi, j'ai pris l'exemple d'euro USD, mais ça peut être GBP USD, tout ce que tu veux, quoi. La première devise d'une paire de devises, quand on dit paire de devises, là, c'est deux devises ensemble qui forment la paire. Paire de chaussures, c'est deux chaussures, on est d'accord? Deux devises ensemble qui forment une paire de devises. Et c'est ça que nous allons trader sur le Forex. Maintenant, quand tu prends la première devise de la paire, c'est la devise de base. La première devise, c'est la devise de base, on est d'accord? Et la seconde devise, c'est la devise de contrepartie. Donc, devise de contrepartie. On est d'accord? Donc, devise de base, première devise, devise de contrepartie, seconde devise. Je prends l'exemple de GBP, JPY. On est d'accord? Donc, GBP, JPY, c'est la livre sterling contre le yen japonais. La devise de base, elle est où? Je vais te donner un petit temps pour que tu puisses répondre dans ta tête. Devise de base est où? Devise de base, c'est la première devise, donc GBP. Devise de contrepartie, c'est la seconde devise, donc le yen japonais. Maintenant, comment la valeur de la paire est trouvée? Supposons que euro USD plutôt, euro USD est égal à 1,1253 actuellement. Voilà le prix de euro USD. Or que l'euro actuellement, on est d'accord, moi je vais prendre c'est pas des calculs justes, je vais prendre un exemple très simple. L'euro actuellement est égal peut-être à 655 francs, un exemple, et le dollar actuellement est égal à 600 francs. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que la valeur d'euro USD actuellement, on est d'accord, dépend de la valeur de l'euro et du dollar. Maintenant, pour trouver la valeur de l'euro USD, il faut se poser une seule question. Pour 1 euro, on a combien de dollars? C'est tout. Donc, c'est valable pour n'importe quelle paire de devises. Nous, on a pris l'exemple de l'euro USD ici, mais c'est valable pour n'importe quelle paire de devises. Pour 1 de la devise de base, on aura combien de devises de contrepartie? Là, dans ce cas, si on a 1 euro, si on prend 1 euro, on aura combien de dollars? Donc, pour trouver le prix de la paire, il faut se poser la question de savoir pour
une de la devise de base, on est d'accord, on aura combien de devises de contrepartie? En gros, quand tu as 1 euro là et que tu veux transformer ça en dollars, supposons que tu es un Européen, tu veux quitter l'Europe pour aller aux États-Unis. Si tu as 1 euro et que tu veux transformer ça en dollars parce que tu ne peux pas utiliser l'euro aux États-Unis, quand tu vas donner tes 1 euro là, ils vont te donner combien de dollars? Tu comprends un peu? C'est ça qui donne le prix de la paie. Donc en gros, c'est le taux de change. Tu vois, c'est le taux de change. Donc là, dans ce cas, comme l'euro est à 655, le dollar est à 600, l'euro est plus cher que le dollar. Dans ce cas, si tu remets 1 euro, ils vont te remettre non pas 1 dollar, mais 1, et quelques. Tu comprends? Parce que quand tu remets 1 euro et on te remet 1 dollar, c'est comme si on t'a remis 600. Il reste encore les 55 francs. Tu vois? Donc c'est ça qui fait les virgules qui est à côté. Donc c'est ça qui donne le prix d'une paie. J'espère que tu as bien compris. Et j'ai pris l'exemple d'euro USD, mais c'est pour n'importe quelle paire de devises. Donc maintenant, supposons qu'il est 18h00 quand l'euro était à 655 et que le dollar était à 600. On est d'accord? Et c'est ça qui faisait que l'euro USD était à ce prix. Quand l'euro va passer à 656 francs par exemple, et ce qui peut arriver en fait, les devises ne sont pas fixes. Quand l'euro USD va passer à 656 francs et que le dollar peut-être aussi va bouger un peu, le prix de euro USD, la valeur de euro USD aussi va changer en fonction du calcul, quoi, tu comprends? Et donc, ce qui va donc créer des mouvements sur le graphique de euro USD. C'est pour ça que quand toi, tu vas venir sur le graphique de euro USD, tu seras en train de voir des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses. En fonction de comment l'euro bouge, comment le dollar bouge, euro USD aussi sera en train de bouger. Et donc, son mouvement-là va se faire voir sur le graphique, sur l'actif. Tu comprends un peu? Alors, sur le marché, généralement, il y a des sigles. Donc, ils ne vont pas te mettre, par exemple, livre sterling, yen japonais. Non, on est d'accord? Ils vont te mettre GBP, JP, Y. On est d'accord? C'est à toi de savoir que GBP, là, c'est livre sterling, JP, Y, c'est yen japonais. Donc, pour ce faire, moi, je vais te faire une liste, tout simplement, des devises les plus tradées en griffe. Donc là, tu as 1, 2, 3, 4. Quand tu vois USD, c'est le dollar américain. Dollar américain, on est d'accord? Quand tu vois l'euro, c'est donc EUR, c'est l'euro, on est d'accord? Quand tu vois GBP, c'est livre sterling, on est d'accord? GBP, livre sterling. Quand tu vois JPY, c'est yen japonais, tout simplement. Quand tu vois AUD, NZD, tu vois AUD, c'est dollar australien, on est d'accord? Quand tu vois NZD, c'est dollar néo-zélandais, donc la Nouvelle-Zélande, les Zélandais. Quand tu vois CHF, tu sais que c'est le franc suisse, on est d'accord? Franc suisse, donc là ça concerne la Suisse. Et quand tu vois CAD, tu sais que c'est le dollar canadien. J'ai plus d'espace, donc j'ai mis ça ici. Tu sais que c'est le dollar canadien. On est d'accord? Donc voilà un peu les sigles. Quand tu vois USD, dollar, euro, EUR, GBP, livre sterling, JPY, yen japonais, AUD, dollar australien, NZD, dollar néo-zélandais, CHF, franc suisse, CAD, dollar canadien. Les pips, c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir que en trading, principalement même sur le forex ou bien même généralement en trading, il y a un jargon. On est d'accord? Et si tu ne maîtrises pas ce jargon, en fait, tu ne peux pas bien trader. C'est impossible. Déjà, c'est comme si tu veux parler à un Chinois, mais tu ne comprends pas la langue chinoise. Ça ne peut pas marcher. On est d'accord? Donc, les pips, c'est tout simplement l'unité de mesure de la variation des prix d'un actif. Donc, si par exemple, toi, tu quittes un point A pour un point B, tu fais un certain nombre de pas. Donc, quand tu quittes peut-être ta chambre pour aller au salon, tu fais un certain nombre de pas. Il faut savoir que c'est la même chose avec les pips. Les pips, ce sont les pas du marché en quelque sorte, du prix. On est d'accord? Donc, qui parle de pips, par exemple, si le prix quitte un niveau pour un autre niveau, il a fait combien de pas
pour quitter ce niveau à cet autre niveau-là. On est d'accord? C'est ça, on quantifie en pips. Donc, moi, j'ai utilisé le mot pas pour bien t'illustrer cela. Donc, au niveau des pips, il faut savoir qu'il y a deux types de prix d'actifs. On est d'accord? Deux types de prix d'actifs. Tu as certains prix où c'est 1,24, 23, 5 par exemple. On est d'accord? Donc, tu as un entier naturel et après, tu as une virgule et puis tu as 5 chiffres. Généralement, c'est ça. On est d'accord? Voilà le premier cas de prix de pair. Ensuite, tu as le second cas où c'est 3 chiffres entiers naturels. Ensuite, il y a une virgule et il y a 3 chiffres entiers naturels. On est d'accord? Donc, 3 chiffres entiers naturels, virgule, 3 chiffres entiers naturels. Et puis le premier, c'est un chiffre entier naturel. Après la virgule, il y a 5 chiffres. Là, dans ce cas, comment reconnaître c'est quoi le pips? Là, c'est tout simple. Premièrement, tu supprimes le dernier chiffre. Donc, le dernier chiffre, tu supprimes. Ensuite, tu as... à ce niveau ici aussi, tu supprimes le dernier chiffre. Donc, des deux côtés, peu importe ce que tu vas voir, le dernier chiffre, c'est le micro-pip. Tu dois le supprimer, ça ne sert à rien. C'est le micro-pip. Ensuite, ce qui suit, c'est lui le pip. Donc, en fait, c'est lui qui va bouger, les autres vont bouger. Donc, par exemple, à ce niveau, le 3, c'est lui qui devient le nouveau dernier chiffre. Donc, c'est lui qui devient le pip. Dans ce cas ici aussi, ce 3 aussi, c'est lui qui devient le pip. Donc, le nouveau dernier chiffre. Parce que c'est pas comme si tu vas supprimer ça sur le marché. Hein. Sauf que là, toi, dans ta tête, il n'existe pas. Donc, tu vois ça comme ça, mais pour toi, c'est le 3 qui est le dernier chiffre. Ici aussi, tu vois ça comme ça, mais c'est le 3 qui est le dernier chiffre. On est d'accord? Donc, maintenant, il y a 4 chiffres après la virgule ici. Et il y a 2 chiffres après la virgule ici. On est d'accord? Donc, c'est eux les pips. Les 3 que tu vois des deux côtés, c'est eux les pips. Maintenant, comment ça va se passer? C'est eux qui vont bouger et les autres vont bouger. Je t'explique. Si ici, on fait plus un pip, donc à ce niveau, on fait plus un pip. On est d'accord? À ce niveau, on fait plus un pip. Le marché, donc plus un pip à la hausse. Parce que ça peut être plus un pip à la baisse. On est d'accord? Plus un pip à la hausse, c'est que le marché a monté de 1 pips. On est d'accord? Plus un pip. Pip là, c'est... En fait, pips, c'est au pluriel. Donc, normalement, c'est pip. Quand on parle de 1, c'est pip. Donc, plus un pip à la baisse, ça veut dire que le marché a baissé de 1 pip. Tu comprends? Donc, ici, plus un pip à la hausse, ça veut dire que le marché va passer à 1,2424. Tout simplement. Parce que 1 pip, c'est ajouté sur le 3. Donc, ça passe à 4. Tu vois? Plus un pip à la hausse encore, ça va passer à, au lieu de 24-24, ça va passer à 24-25 et ainsi de suite. En fait, ça s'ajoute au pip et puis le reste, c'est antinaturel. Tu vois? Donc, par exemple, 1,2424 plus un pip, ça fait 1,2425 et ainsi de suite. Un pip à la hausse plus un pip à la baisse, ça fait 1,2423 plus un pip encore à la baisse, ça fait 1,2422 et ainsi de suite. En fait, c'est comme les nombres entiers naturels, quoi. Tu comptes ça comme les nombres entiers naturels, tu vois. Ensuite, c'est la même chose ici. Au niveau du second cas. Au niveau du second cas, tu as 123,43. 43, 7, mais toi, tu fais comme si le 7 n'existe pas. Donc, plus un pip à la baisse. Donc, le marché a baissé de 1 pip. Ça fera quoi? Ça fera 123. Le marché va passer au prix de 123,42. Plus un pip encore à la baisse, ça fait 123,41. Ainsi de suite, tu vois. Mais à la hausse, ça fait 42, 43, 44, 45 entier naturel. Mais quand ça passe à 99, donc 123,99, ça donne 1 à l'entier naturel. Donc l'entier naturel passe à 124,00 maintenant. C'est-à-dire, là on était à 123,99. Maintenant on passe à 124,00. Tu vois, c'est comme ça que fonctionnent les pips. Maintenant, parlons des lots. Nous allons prendre la même position au même moment, le même trade au même moment, mais nous n'allons pas gagner les mêmes montants. Ou bien nous n'allons pas perdre les mêmes montants. Il faut toujours penser à ça aussi. Donc, ce qui fait la différence, c'est le lot que nous avons pris chacun de notre côté sur le trade. Il y a 3 types de lots. Il y a le lot standard, le lot mini et le lot micro. Donc, au niveau du lot standard, il faut savoir que le lot standard correspond à 100 000 unités, donc 100 000 $. On est d'accord? Donc, si tu prends un lot standard, tu es en train de prendre comme ça 100 000
une position d'une taille de 100 000 $. Si tu prends 2 lots standards, donc tu peux prendre 2 lots standards, 3 lots standards, ainsi de suite. Si tu prends 2 lots standards, tu es en train de prendre une position d'une taille de 200 000 $, ainsi de suite. La représentation sur MetaTrader 4, on est d'accord, bien sûr, la plateforme de trading, la représentation du lot standard, de un lot standard, c'est 1. Donc, dans la partie où tu vas prendre ta position, on est d'accord, donc je vais même essayer. Dans la partie où tu vas prendre ta position, quand tu vas sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, sur cette partie, tu vas voir, il n'y a pas une partie où on va te dire de mettre, tu vas écrire, je veux prendre un lot standard. Non, c'est pas comme ça. Il y a un chiffre que tu vas mettre là, dans la partie où tu dois mettre le lot. Je vais te montrer au fur et à mesure. Donc, la partie où tu vas mettre le lot, tu mets 1. Quand tu mets 1, tout court, déjà, la plateforme sait que tu es en train de prendre un lot standard. C'est tout. Quand tu mets 2, la plateforme sait que tu es en train de prendre 2 lots standards. Donc, de 1 à 1000, 2000, on est d'accord? 2000, ça veut dire que tu es en train de prendre 2000 lots standards, ainsi de suite. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Tu ne vas pas mettre « je veux prendre un lot standard » ou bien « je veux prendre un lot tel ». Non, non, non. Ce sont ces chiffres-là qu'on utilise. On est d'accord? Donc, tu vas mettre 1 dans la partie. Lui, le marché, il sait que tu veux prendre un lot standard. C'est tout. Maintenant, quand tu vas prendre un lot standard, le broker va te compter ou bien le marché va te compter 10 $ par pip. Donc, si par exemple, tu prends une position et que tu prends un lot standard, il faut savoir que si le marché fait un pip dans ton sens, ça te fait plus 10 $. Un pip encore, ça te fait plus 10 $. Ainsi de suite. Si le marché fait un pip dans le sens inverse aussi, c'est la même chose. Ça fait moins 10 $, moins 20 $, ainsi de suite. Donc, par bon de 10 quoi, à chaque pip. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Au niveau du lot standard, c'est tout ce qu'il y a à dire. Au niveau du lot mini, c'est 10 000 $. Donc, quand tu prends une position, quand tu prends un lot mini, ça veut dire que tu as la taille de ta position est de 10 000 $. On est d'accord? 2 lots mini, ça fait 20 000 $, ainsi de suite. La représentation du lot mini sur les plateformes de trading, c'est 0,1. Donc, dans la partie, en voulant prendre ta position, la partie où tu vas renseigner le lot, on est d'accord? Tu ne vas pas mettre « je veux prendre un lot mini », tu vas mettre 0,1. C'est un lot mini. Un lot mini, c'est égal à 0,1. On est d'accord? Les lots mini s'arrêtent à 0,9. Tu ne peux pas avoir 10 lots mini. Tu peux avoir un lot mini, 2 lots mini, jusqu'à 9 lots mini. Mais tu ne peux pas avoir 10 lots mini. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vois dans les nombres, on est d'accord, quand tu fais 0,1, 0,2 jusqu'à 0,9, qu'est-ce qui suit? C'est 1. Après 0,9, qu'est-ce qui suit? C'est 1. Or que 1, c'est déjà un lot standard. Donc, tu vois, on rentre déjà dans lot standard. Donc, voilà. C'est pour ça que ça s'arrête à 0,9. Un pip égale 1 $ ici. Quand tu prends un lot mini, ça veut dire que 1 pip égale 1 $. Dans le mauvais sens de ton trade ou bien dans le bon sens. Si tu achètes, par exemple, au prix de 1,2043 et que le prix passe à 1,2044, on est d'accord, 44. Là, il a fait un pip dans ton sens. Le prix a monté un pip dans ton sens. Ça te fait 1 $. Tu comprends? Or que si tu avais pris un lot standard, ça te fait 10 $. Maintenant, au niveau du lot mini, si tu as pris 2 lots mini, c'est-à-dire 0,2, ça veut dire qu'au lieu de 1 $, ça fait 2 $ par pip. Si tu as pris 0,3, ça veut dire 3 $ par pip, ainsi de suite. Au niveau du lot micro, on est d'accord, donc le dernier lot, le plus petit, c'est 1000 $ investis. Quand tu prends un trade avec un lot micro, ça veut dire que tu as investi 1000 $. On est d'accord? Donc, la taille de ta position est de 1000 $. Et la représentation du lot micro, c'est 0,01. Le lot mini, il y a une nuance. Le lot mini, c'est 0,1. Le lot micro, c'est 0,01 à 0,09. Parce que après 0,09, il y a quoi? Il y a 0,10. Donc, tu rentres déjà dans lot mini. Maintenant, la valeur de 1 pip avec un lot micro, c'est 0,1. Je dis bien, la valeur de 1 pip avec un lot micro, c'est 0,1. Donc, c'est très important de noter cela. En gros, si tu prends un lot, donc sur la même position, il y a 3 traders. On est d'accord, 3 traders. Le premier trader a pris un lot de 1. Et vous avez gagné 100 pips sur la position. 100 pips, on est d'accord. Celui qui a pris un lot de 1, ça fait 10 $ par pip. Donc, ça lui fait 1000 $. On est d'accord, 10 $ fois 100 pips. Parce qu'il a gagné 100 pips, ça lui fait 1000 $. Or que celui qui a pris un lot mini, lui, il va gagner
100 dollars parce que un pip pour lui est égal à 1 dollar. Or qu'il a gagné 100 pips. Donc 1 fois 100, ça fait 100 dollars. Celui qui a pris un lot micro, on est d'accord, lui va gagner 10 dollars. Tout simplement parce que lui, un pip est égal à 0,1 dollar. Et ça fait 100 pips. 0,1 fois 100, ça donne 10 dollars. Tout simplement. Donc, on va prendre les mêmes positions, gagner le même nombre de pips sur notre trade. Mais on ne va pas gagner les mêmes montants en fonction du lot que nous avons pris. Alors au vu de tout ça, tu vas me dire, mais ça veut dire que pour prendre le plus petit lot, il me faut obligatoirement 1000 dollars. Pour prendre un lot standard, il me faut 100 000 dollars. On est d'accord parce que c'est bien dit, lot standard égale à 100 000 dollars. On est d'accord. Donc ça veut dire que tu dois avoir ces montants-là avant même. Tu dois avoir 1000 dollars avant même de prendre le plus petit lot. Non. Calme-toi, ce n'est pas ça. Tu vois, je suis sûr que tu as vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont 100 dollars, mais qui prennent quand même des lots standards, par exemple. Tu vois, ou bien ils ont juste 10 dollars, mais ils prennent des lots mini, des lots micro, ainsi de suite. Donc, comment ça se fait? C'est grâce à l'effet de levier, ce qu'on appelle effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est tout simplement la meilleure chose qui existe, quoi, tout simplement dans le trading, tu vois. Parce que sans ça, on ne peut pas trader, on ne peut pas bien trader. Déjà, même sans ça, toi et moi, je pense qu'on ne va même pas trader parce que tu ne vas pas investir 1000 dollars pour prendre le plus petit lot et gagner des miettes. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, l'effet de levier, c'est vraiment ce qui rend intéressant le trading. Donc, effet de levier, c'est quoi? C'est un coefficient multiplicateur. Donc, si par exemple, tu as un capital de 100 dollars, tu as un capital de 100 dollars. L'effet de levier, qu'est-ce que ça fait? L'effet de levier, donc supposons que l'effet, ça varie de 0 à 3000 ou bien 2000 ou bien 500. Ça dépend du broker. Supposons que nous, on a un effet de levier à 100. On est d'accord? Donc, c'est lors de la création de votre compte de trading que vous allez faire ces paramètres-là. Donc, supposons que nous, on a un effet de levier à 100 et notre capital est à 100 aussi. Ce qui veut dire que en réalité, tu as 100 dollars dans ton compte de trading. Au niveau de la balance, il y a 100 dollars. On est d'accord, pas de problème. Mais derrière, tu as 100 fois 100, ce qui fait 10 000. 10 000 dollars. Donc, en réalité, tu as 100 dollars. Ce n'est pas qu'ils vont mettre 10 000 dollars dans ta plateforme de trading. Hein. Tu as toujours 100 dollars. Les 100 dollars sont présents. Sauf que avec l'effet de levier vient multiplier. Ça se passe derrière, en back. L'effet de levier vient multiplier ton capital, ce qui te permet d'avoir 10 000 dollars. Donc, tu as 100 dollars, mais en réalité, tu as 10 000 dollars. Ce qui veut dire que tu peux prendre, par exemple, une position avec le lot mini. Le lot mini qui est 0,1, on est d'accord, qui correspond à 1 dollar par pip. On est d'accord? Et qui correspond à 10 000 dollars. Tu vois, donc tu as 100 dollars, mais tu prends une position de 10 000 dollars. De la même manière, tu peux prendre une position avec le lot micro, 0,01. Un lot micro qui correspond à 1000 dollars. Tu vois, 1000 dollars. Donc 1000 dollars, une position de 1000 dollars avec 100 dollars. Donc en réalité, tu as 100 dollars, mais voilà ce qui se passe derrière pour que tu puisses prendre ce genre de position. Tu vois, donc c'est ça qui rend un peu intéressant, un peu plus intéressant le trading. On est d'accord, sinon sans ça, c'est mort, quoi, tu vois. Donc en gros, supposons que tu prends un lot micro avec une taille de position de 1000 dollars. On est d'accord, il va encore te rester 9000 dollars. Tu vois, la marge libre. On appelle ça la marge. La marge libre sera de 9000 dollars. Donc, tu peux encore intervenir sur d'autres positions de 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est tout simplement ça.